Ce matin-là, nous nous faisions nos adieux. Je partais. Je partais très loin. Je m'arrachais pour tendre vers le nord. Le nord des rêves, le nord des illusions, le nord des allusions, le nord référentiel, le nord terre promise. J'étais dans le hall de l'aéroport, le cœur palpitant comme si j'y étais seul. À l'annonce du départ, j'eus presque envie de courir vers l'avion, lorsque le bêlement lointain d'un mouton, égaré peut-être, me fit retourner la tête. Ce fut le début de l'épopée que je vécus, moi une femme, une noire, qui pour la première fois accomplissait l'un de ses rêves, le plus cher. C'était le pays des Blancs qui m'intéressait. C'est ainsi que débuta ma première idylle en Occident. Idylle qui me servait à m'expliquer, à m'intégrer, à montrer que j'étais comme eux. Pendant 20 ans, je n'avais appris que leurs pensées et leurs émotions. Je pensais m'amuser avec eux, mais en fait, j'étais plus frustré encore. Je m'identifiais en eux, ils ne s'identifiaient pas en moi. Je me rendais compte que je jouais un jeu avec le blanc. Et moi qui jouais si bien mon rôle. Je devenais mondaine, je me sentais bien. Je pris ma leçon de libéralisme pour être dans le coup. J'étais le happening de tout ce monde des arts et des mondanités. J'avais découvert le LSD et ses angoisses, l'alcool et ses humeurs, l'amour libre. Je vivais avec les Occidentaux une chute qui n'était pas mienne. J'étais le pion dont ces gens-là avaient besoin pour s'affranchir d'une culpabilité inavouée. J'avançais dans le chemin qui me menait vers le chaos. L'appréhension de finir mes jours dans un asile m'étreignait le cœur. Asile d'aliénés ou asile de solitude. C'était pareil. N'est pas venu. Ah, il faut lui dire que maman est là. Je lui dis bonjour. Je suis revenu ce matin. Après ma période européenne, j'étais très rejetée par la société, rejetée par ma propre famille. J'en avais énormément souffert. Et je peux dire que c'est dans les années 82 que j'ai commencé à me réconcilier avec ma famille, avec les miens, mais pas avec la société sénégalaise parce qu'elle m'avait rejetée et ça m'avait fait énormément mal. J'en garde jusqu'à aujourd'hui une amertume parce que moi j'avais pas envie à l'âge que j'avais, avec tout ce que j'avais vécu auparavant, de me retrouver dans un ménage structuré, m'occuper de courses, de marchés, de cérémonies, de baptême, etc. Je voulais
vivre libre. Moi, c'était la liberté qui m'intéressait. Et j'avais vécu tellement de choses qu'ils ignoraient. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer par où j'étais passée, aussi bien dans des bonnes choses que dans d'énormes souffrances aussi en Europe et tout. Et tout ce que je savais, tout ce que j'avais comme expérience, etc. et tout, il l'ignorait et puis n'avait même pas envie de le savoir. Tout ce qui la société, ce qui l'intéressait, c'est que je rentre dans les normes, que je gagne de l'argent, que je sois comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire, je ne devais pas être différente. Et moi, je ne pouvais plus changer. En plus, je n'avais pas envie de changer. Ce pays n'est pas son pays d'origine, mais elle a voulu en faire une base, un lieu de répit dans son errance. Elle est en transit, en salle d'attente, pour la prochaine fugue. C'est ainsi qu'elle se sent dans cette grande bâtisse ces dernières années. Dès qu'elle franchit le seuil de sa prison, un sentiment étrange l'envahit et elle se sent de plus en plus mal. Elle crie, mais personne ne l'entend. Son cri est étouffé dans son corps, au niveau de son ventre, au niveau de son dos, ce dos qui lui fait mal, parce que le dos ne fait rien pour que le cri sorte. Son dos légèrement voûté garde le cri entre les côtes de son thorax. Et elle n'a qu'une envie, repartir. Pour aller où? N'importe où. Elle a l'impression que c'est partout pareil. Les mêmes misères, les mêmes pauvretés, les mêmes gens, les mêmes richesses, les mêmes prisons, les mêmes murs, les mêmes clubs, et de plus en plus de murs. Et je crois que je dois avoir une photo de l'arbre du voyageur là, quand il était tout petit. Et comme j'avais peur qu'il ne meure, parce qu'il commençait à être un peu bizarre là, j'ai planté un manguier à côté pour le remplacer. Et finalement, au lieu de mourir, il se porte très bien avec ce manguier. C'est pour ça qu'on a cette impression que le manguier est dans l'arbre du voyageur. Alors que je prévoyais en cas de disparition prématurée de cet arbre du voyageur, il y aurait un manguier. Parce que j'aime toujours qu'il y ait un arbre. Et finalement, tous les deux vivent ensemble et l'arbre du voyageur tient bien la route avec le manguier. J'aime ce ciel, c'est tout immense. Quand je suis ici, il n'y a rien qui me bloque de rien. Et puis c'est l'azur, c'est le ciel, l'infini. Ouais, j'aime ces sentiments d'infini comme ça. Comme ça, je m'y noie et je suis tranquille. Baax na ay kawe tey ma saak bi fii di ni ma fi gëjee yéet ëpp na fanweeri at na nga def maa ngi fàttaliku ma ne bi ma fi njëkkee ñëw ak Djibril ma soloon benn maillot de bain yoo xam ne ñëpp scandalisé parce que benn maillot de bain 2 pièces la woon nag ma fab ay fer takki fer di ci kaw nag yore ay fer nag ñu ne xool kii fer bi lii nangam ak nangam kii de du ko fi kii de lii xam nga sénégalais dañu mën a xasaate Djibril ni ma waaw demal kii
doxi sa Vas-y, dugg pétard ci bi, ndox mi duggal sa feta ndox mi. waaw duggal ci ndox mi ak Bàyyi yooyu waxamu yooyu rek. waaw ni mu doon waxee quoi alors que ñeneen ñëpp mu critiquer xam nga au Sénégal moom j'ai jamais eu de chance quoi ah je suis contente oui ah et ça porte le nom de Yaa Diko ah ça c'est les héros de Djibril salaamaaleykum na ngeen def ba sa fataay bi santul Wade kan ci waaw kii yi soppeeku yi fii nii rek moo ma gëlëmal parce que yii yëpp xam nga amu fi woon waaye fii moom fii duma ko fàtte les petites gens sont les seuls conséquents les seuls gens naïfs c'est pourquoi le courage leur appartient ce sont donc ces gens-là qui n'auront jamais de compte en banque pour qui tous les matins constituent le même point d'interrogation ce sont des gens francs et des gens libres aussi. Il y a aussi la liberté. La franchise, ça va toujours avec la liberté. Moi, si on me dit Dakar, la seule chose dont je peux me rappeler, c'est quand je suis arrivée de la France, en février-mars 1978, j'avais 32 ans ou 33 ans. Quand je suis revenue, mais pratiquement tout le monde m'avait rejeté. Et c'est ça que je ne comprends pas jusqu'à présent, de comment les gens de Dakar, où je disais, il y a des intellectuels et tout ça là, pouvaient m'accueillir de la sorte. Et je crois que c'est à partir de ce jour-là que j'ai du mal à trouver un endroit où je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise nulle part. Que ce soit Dakar, que ce soit dans mon village, que ce soit au Bénin, que ce soit n'importe où dans le monde, je ne peux pas dire je vais m'installer quelque part, je suis à l'aise, etc. Et ça, c'est peut-être lié à mon enfance, parce que je n'ai pas connu aussi un lieu de mon enfance. Si j'avais connu peut-être un lieu de mon enfance, j'aurais pu me créer des lieux pour vivre. Mais comme malheureusement, je n'ai pas eu des lieux de mon enfance, ne me sentant bien nulle part, quand moi-même, où j'ai créé un univers intérieur, un lieu intérieur où je peux habiter. Donc en fait, je suis physiquement comme ça, mais je n'habite pas dans l'espace qui m'entoure, j'habite dans l'espace qui est à l'intérieur de moi. Elle n'a jamais vraiment vécu avec un homme, ni avec quelqu'un de toute sa vie. Elle vit seule. Peut-être qu'à l'origine de ses angoisses, cette incapacité à vivre avec quelqu'un. Elle n'a pourtant pas planifié sa vie ainsi. Adolescente, elle a rêvé qu'un jour elle sera mariée, aura des enfants. 3. Non, non. Elle ne se rappelle pas avoir jamais rêvé de cela. Elle a voulu toute sa vie obéir à des instincts, mais sans heurter, sans porter préjudice, sauf à sa réputation dont elle faisait fi. Voyez-vous allier avec l'ARD, Jean-Paul Couty? Très bientôt, nous devrions nous retrouver pour voir ensemble on regarde les questions, soit d'une fusion, soit d'un partage de responsabilité dans la protection de l'île. Comme l'ARD a déjà un candidat à la présidentielle, est-ce qu'il pourrait y en avoir deux? Tout ce que je sais, c'est que j'aime le matin.
J'aurais aimé même que toute une journée ne se passe que le matin, que le temps ne soit que le matin. C'est le moment où je me remets en question. À chaque instant, je doute. Et le doute, c'est quelque chose, en tout cas chez moi, qui fait partie intégrante de ma vie. Et puis en même temps, le matin, c'est comme si, entre guillemets, je me corrigeais. Enfin, je me corrigeais. J'apporte des corrections dans les pages précédentes de ma vie. C'est comme si vraiment je faisais un travail de réécriture de ma vie en disant non, que cette phrase-là n'est pas bonne, il faut que je la remette bien, que je l'équilibre, etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Donc je pense que tous les acquis que j'ai eus dans la vie, c'est vraiment à partir du matin que je les ai vraiment travaillés. Parce que le matin, j'ai une impression aussi de nudité, de transparence, de pureté, de lucidité surtout, parce que je ne suis lucide que le matin. Dans la journée, je fais la comédie, je joue à cache-cache avec moi, je fais mon cinéma existentiel, alors que le matin, je suis moi-même. Allô? Oui, bonjour. Oui. Ah, bonjour, monsieur Olivier. Ouais. Mhm. Le 15, c'est quand? C'est à quelle heure? Oui, il n'y a pas de problème. Mais comment j'y viens? Mhm. Parce que ma voiture ne marche pas bien. Je peux aller dans Porto-Novo, mais je ne peux pas risquer le Cotonou, là. Parce qu'il a des problèmes. Comment on dit? C'est l'embloc, ou je sais pas, rotule, ou je... Ah bon, t'as pas de voiture, quoi. Oh là là. Donc c'est quel ouvrage? D'accord. Bon. D'accord. D'accord. Au revoir, Olivier. À plus tard. Ah, c'est français quand même. Force qu'il veut, et puis après... Je suis en train d'écrire quelque chose là qui est vraiment moi, quoi. Sans un chat, je ne peux pas vivre. Si, je peux vivre, que je n'exagère pas. Mais je ne serai pas entière. Je serai handicapée. Il me manquera un membre. Et ce membre, c'est le chat. Mais qu'est-ce de commun avec les chats? L'indépendance. Et peut-être une fausse discrétion, qui est aussi une autre forme de discrétion. Finalement, je suis un être profondément égoïste. Ce n'est pas mauvais en soi. Je veux faire ce que je veux. Je veux être libre comme les chats. Ainsi, je ne suis pas si amicale que ça. Je ne suis pas si gentille que cela. Je ne fais que ce qui me convient. Je ne sais pas jouer la comédie. Moi, en ce qui me concerne, je ne sais même pas si j'écris en français. Parce que quand j'écris, je ne pense pas. Je ne pense pas dans quelle langue j'écris. Peut-être que j'utilise un alphabet, mais en fait, ce que j'écris, à la limite, c'est comme une transcription en français de la langue de mon village. C'est vraiment comme ça que j'écris. Et ça m'est facile, la langue française, parce que je l'ai étudiée, je peux me composer mes phrases dedans. Mais qu'on me dise que je suis auteur francophone, ou auteur sénégalaise, ou béninoise, ou africaine, moi, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, qu'il y a un livre qui est là. Pour moi, c'est ça. Parce que sinon, c'est un débat qui n'aura jamais de fin.
puisque personne ne s'entend dessus, chacun dit non, moi j'écris comme je sens, non, moi je ne suis pas allé à la langue, elle est venue à moi, l'autre qui dit moi j'ai pris la langue, je l'ai domptée. Une fois même j'ai déclaré que j'ai pris la langue française, que je l'ai amenée au grand marché, je l'ai amenée dans les temples du vaudou, et puis comme la langue ne s'était pas du tout senti mal dans le temple du vaudou, et que quand on écrase la tomate ou le piment ou le gingembre, la langue française ne se plaignait pas, je me dis tant comme elle ne se plaint pas, que veut le peuple? Donc moi je l'utilise. Sa motion de grève entamée le 27 septembre pour protester contre les conditions à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire. Pour l'ensemble des ordonnances de Le tribunal scandale. On estime que cet accord de devise représente pour l'ensemble du continent 2% environ du produit intérieur brut. Les jeunes Africains qui veulent immigrer aux États-Unis viennent ici à la recherche d'une vie meilleure. Au moins 49% d'entre eux ont un diplôme universitaire, installés depuis 12 ans en Amérique détendue. Bon ben, à tout à l'heure. Je ne suis pas encore bonne partie, mais bon. La batterie est à plat. Moi là, j'aime la solitude. S'il y avait un choix définitif, on n'en parle plus, je choisis la solitude. Parce que c'est pas parce que je veux rester seule. Mon problème n'est pas de rester seule. Mon problème, c'est la liberté. Et c'est dans la solitude, je suis libre. Libre de faire ce que je veux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'espère que vous aurez tout compris. En même temps, ça me permet d'écrire. C'est pas de l'égoïsme. J'ai pas le choix. Parce que tellement je me suis marginalisée dans mon mode de vie par passion de la liberté. Mais ça, c'est vraiment de la sauvagerie à l'état pur, mais qui me convient parfaitement bien. Ken, c'est personne bougoul de la racine bug, vouloir. Tout ce qui est oul dans la langue wolof, c'est négatif. C'est vraiment un prénom. Donc, qui signifie en wolof, dans la langue wolof, personne n'en veut. Et c'est un prénom qu'on donne à un enfant de sexe féminin né d'une femme qui a eu une grossesse, qui a accouché, l'enfant est mort dans les 3 jours. Elle fait une deuxième grossesse, elle accouche, l'enfant naît en bonne santé. Un jour, deuxième jour, l'enfant meurt. À la 3e grossesse, quand la femme accouche, dès qu'elle accouche, dès que le bébé sort, c'est une fille, on l'appelle Ken Bougoul. C'est une manière d'exorciser la mort prématurée. C'est en sous-entendant que même la mort n'en voudra pas.
Elle n'a jamais eu le courage de dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut, dans le seul souci de mettre à l'aise les autres, dans leurs acquis et leurs certitudes. Et elle ne sait pas dire merde. C'est un mot qu'il faut savoir dire une fois dans sa vie. Merde. C'est grossier, dit-on. Mais ce n'est pas vrai. C'est le mot nécessaire pour se lâcher, se libérer, se trouver face à face avec soi, tout d'un coup. Ce n'est pas un mot sur lequel on réfléchit. C'est un mot instinctif, pour expulser les déchets qui empoisonnent l'existence sous le couvert de bonne convenance. C'est le mot de la désaliénation et de la rupture. Elle veut rompre les amarres qui la riment à une espèce de vie devenue insupportable. Elle doit couper les liens tressés avec son autre elle-même, sa partenaire dans un jeu douloureux de cache-cache. Je croyais que l'indépendance allait me sauver. J'essayais de créer un nouveau rapport avec les gens de mon pays, et précisément en compagnie de ceux avec qui je pensais pouvoir composer. Nous étions la nouvelle génération, sur qui le continent comptait pour se redresser. Je ne constatais aucune acquisition d'identité propre, aucun souffle. L'indépendance était comme la reconnaissance et l'officialisation de la dépendance. Pauvre génération, condamnée, sans espoir. En gros, pour cette Afrique, qui avait connu des bouleversements historiques énormes, les pillages innombrables et le carnage de l'homme noir, l'indépendance bafoua l'espoir. Des millions de personnes étaient déplacées. Des millions de personnes erraient à travers un continent entier. Les guerres devaient exister pour faire tourner l'argent. L'argent des armes, l'argent des trafics de matières premières, le trafic des intérêts. Et tout le monde le savait. Et tout le monde faisait semblant de l'ignorer et jetait des coups d'épée dans la mer. Ils étaient rigolos, les occupants anciens venus d'ailleurs et les nouveaux occupants d'ici. Comment s'amuser avec un continent entier, avec un hémisphère entier. Le peuple était la marchandise de chantage, de répression, de vengeance. Le peuple a toujours été vendu aux enchères. L'errance est devenue une occupation ici. Mesdames et messieurs des institutions internationales, l'aide au développement n'est jamais arrivée aux bénéficiaires. La dette, le peuple la paie très cher. Plus vous aidez, plus vous confortez les nouveaux occupants et leurs collaborateurs corrompus qui ont tout empoché. Le peuple vous hait, car il est cité dans tous les discours, dans tous les projets, dans tous les séminaires, dans toutes les rencontres. Le peuple est contre l'aide au développement. Le peuple est contre tous ces 4x4 qui sillonnent les paysages de désolation en soulevant la poussière de leur misère. Le peuple est déjà en poussière. N'en rajoutez pas. Et vous, les humanitaires, arrêtez de jouer au bon samaritain. Médecins sans frontières, médecins du monde, vous devez soigner les occupants anciens et nouveaux. Vous vous trompez de malade. Il ne s'agit pas de signer des accords, d'envoyer des émissaires, de soigner des plaies, de sauver quelques vies. Il faut aller aux sources,
aux causes, et non aux effets qui se répètent à l'infini, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au chaos. am na sax lii de sax a ngi ci frigo bi am na ci frigo bi de ñoom le matin la ñuy lekk fruit. am na lu nekk ci frigo bi. waaw waaw. waaw kon loolu ñu jël boobu. salaamaaleykum. salaamaaleykum. na ngeen def. noo sant yow. ndongo yow de mbokku taako ndongo nga. na nga def man Mbaye laa sant. na nga def. Et donc, c'est ici que je suis restée en 58-59 avec ma grande sœur et j'allais à l'école Randoulène Sud 1. Donc, chaque fois que je parle de ma sœur, je parle du temps que j'ai passé avec elle. C'est avec elle que mes sens se sont développés. Et c'est avec elle que j'ai pu aussi dompter mes sens. Et ça a surtout dompté mes sens parce qu'elle m'a appris énormément de choses et avec elle j'ai vraiment, si j'ai survécu, je voulais survivre, je voulais vivre, mais c'est elle qui m'a donné les rudiments avec lesquels je survis toujours et je survis toujours bien, toujours. Et c'est parce que j'ai développé des forces intérieures très importantes grâce à ma sœur. Et je suis contente d'être ici parce que ça n'a pas tellement changé, sauf qu'il y avait un grenadier où c'était... Oui. Et il n'y avait pas cet arbre-là. Ça, c'était pas ici. Il y avait le gros manguier qui était ici. Oui, il y avait le gros manguier qui était ici. Oui. Mais ça fait quand même presque 50 ans, 51 ans. Hein? Donc vraiment, ma sœur, c'est toujours pour moi... c'est mon maître. Voilà. L'instituteur de ma classe était arrivé un matin, avait demandé aux élèves s'il y avait quelqu'un parmi eux qui lui aiguiserait son couteau, et il l'égorgerait ensuite. Je ne savais pas si je voulais mourir ou si j'étais certaine
qu'il ne m'égorgerait pas. Mais quand j'ai vu tous mes camarades dans ces attitudes inconfortables que créait la terreur, je levai la main. J'avais peut-être appris déjà que le plus important, ce n'était pas de naître, de vivre dans le cycle humain, mais de mourir. Quel enseignant! Il faisait partie de cette génération d'instituteurs de l'époque coloniale, imbus de leur puissance. Instituteur était le premier métier de l'homme noir colonisé. Enseigner la langue coloniale, la poésie coloniale, le rêve colonial. Avec quelle ardeur l'exerçait-il? À l'époque, quand moi j'ai commencé à aller à l'école dans les années 50, il y avait le programme français. Les gens étaient valorisés, les enfants étaient valorisés, étaient bien habillés, avaient des petits nœuds, des chaussures, tout était propre, tout était net, ils étaient gentils, etc. Donc, pas que c'était officiellement déclaré que les Gaulois étaient nos ancêtres, mais on l'apprenait, on le disait, on chantait la Marseillaise, etc. On fêtait le 14 juillet, etc. Et moi, je n'avais pas envie d'être avec les personnages réduits dans ces livres, entre guillemets, africains. Moi, je voulais ressembler à la petite fille propre, mignonne, gentille, qui était dans les livres français. Donc, qu'on me dise que mes ancêtres étaient les Gaulois, je voulais ça pour ressembler plutôt à cette petite fille valorisée que ressembler à Toto, Pathé, ou Marietou, Sabitou et le chien, où les personnages étaient représentés à l'encre de Chine, c'était tout noir, etc. En plus, dans des rôles réducteurs. Et ça, mon assimilation a commencé par là. Il y a le Boba Fou qui est derrière. Hein. Dont maman parlait sur son roman. Ça, c'est mon père. C'est notre père à nous. Oui, ça. Ça, c'est mon père, ça, c'est ma grande sœur, Adja Sornambey. Mon père et mon grand-père. Oh. C'est mon grand... Il a été mon grand-père avant d'être mon père. Moi, je croyais que c'était mon grand-père. Et il a vécu longtemps, hein? Plus de 107 ans. Quand je suis née, il avait plus de 85 ans. Et ça. Ah, puis, mal moderne, là? Oui. Au pied du baobab. Oh là là. Ma grande sœur et mon père. Ça, c'est des bonnes photos, ça. C'était ainsi que j'avais quitté la ville pour retourner au village de ma mère, après des années et des années en Occident. Revenir à la mer, revenir aux origines.
aux sources des choses, revenir dans l'environnement, dans l'atmosphère, revenir au familier, revenir pour la confrontation. Ma mère a été une créature avec qui j'ai pas communiqué peut-être pendant une trentaine d'années. Et c'est quand j'ai commencé à parler avec elle qu'elle est morte. Donc cette pièce représente comme un prolongement de ma mère avec qui je peux continuer peut-être à communiquer. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus, dans De l'autre côté du regard. Et en même temps, cette pièce... symboliquement, toute cette recherche de l'or, c'est qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, je crois que c'est ce que ma mère m'a laissé à travers cette pièce. Et qui me permettra, où que je sois, de toujours m'en sortir. Mais surtout, d'aider à illuminer ma tête, mes idées, mes convictions, mes croyances, afin que j'ai plus de lucidité face à la vie. Et que ça doit être quelque chose qui doit illuminer ma vie pour être lucide et juste. Parce qu'elle me disait toujours que dans la vie, ce n'est pas de connaître des choses, c'est d'avoir le sens du discernement. Et je pense qu'avec cette lumière, je connaîtrai des choses, mais dans cette connaissance, je saurai faire la différence par le discernement. Ce pagne, je l'ai hérité de ma mère et qui appartenait avant à sa mère. Je le transporte partout où je vais. Je l'aurai toute ma vie. Je crois que le jour où je vais mourir, quand on va aller m'enterrer, qu'on me couvre avec ce pagne. Et quand on aura fini de m'enterrer, on le prend et on le donne à Yasmina. Donc tout ça, c'est des choses que je vais aussi transmettre à Yasmina. Donc ça représente énormément de choses pour moi. Et là où je me trouve ici, tant que j'ai cette pièce d'or, qui va toujours me sauver, qui va toujours m'éclairer la conscience pour que j'ai plus de lucidité face aux problèmes du monde. En même temps, ce pagne, je le respire souvent, mais je respire tout le temps les tissus. Parce qu'en le respirant, je cherche les odeurs anciennes, enfouies dans la matière de l'indigo, qu'on ne sent plus, mais j'ai l'impression que je veux tirer vraiment au tréfonds. En même temps, ça me ramène à ma mère, ça me ramène à ma grand-mère. J'étais revenu chez moi. J'étais revenu me réadapter, me désaliéner. J'étais revenu me purifier. Je voulais retourner dans la cour. J'avais aménagé une petite pièce à côté de la chambre de la mère. Adieu. En face de celle qui m'avait mise au monde, je me sentais comme une étrangère. Elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu. Perçait-elle quelque chose derrière le paravent que j'avais posé devant ma vie? Je n'osais pas avouer un certain vécu. Pourtant ce vécu avait été. Je passais pratiquement tout mon temps allongé dans la petite pièce. Personne ne m'avait posé de questions depuis mon arrivée, même pas ma mère. Pourtant je sentais que j'étais au centre de toutes les conversations du village. J'avais déjà acquis cette possibilité douloureuse de m'enfermer en moi-même,
de penser toute seule, de sentir toute seule, d'être seule, de vivre seule. Le monologue intérieur était la seule communication vraie que j'avais trouvée. Un matin, j'entendais une voix discrète qui me fit sursauter. Le Sering vous demande. C'était la voix de Tahir, un des disciples du Sering. J'ai ouvert la porte et je suis partie. Et ma mère m'a dit, tu vas où, tu vas où? Et je suis sortie et je suis allée chez le Sering. Et c'est la fin de mon calvaire. Le premier jour où j'ai rencontré le Sering, que quelqu'un m'a parlé autrement, différemment. Je suivais Tahir par ce matin bleu, le long du chemin de sable qui menait chez le Sering, comme le tunnel de l'espoir, de l'espérance, que je sentais, que je n'osais exprimer. Filmé wuñ la de Samb. Samb maa ngi ñëw. Kookan la? Ah Ndumbe maa ngi ñëw. maa ngi dem ca gàmmaat baa ñii te ñëw. Sare. Salaamaaleykum. On venait chez le Sering pour toutes sortes de services. Il était particulièrement réputé pour sa générosité, ses dons de guérisseur, ses qualités de médiateur, son aptitude à ramener la quiétude dans les âmes tourmentées et son charme. J'étais là depuis le matin, un livre à la main. « As-tu pris ton petit déjeuner ?» me demanda-t-il. « Depuis quand es-tu arrivé? Où étais-tu passé tout ce temps? Connais-tu l'Amérique? C'est là qu'aura lieu la fin du monde. C'est là qu'aura lieu le dernier jugement. Peux-tu me dire les noms des montagnes de Chine? Connais-tu les fleuves de l'Inde? Connais-tu le Tigre et l'Euphrate? Il y a des secrets dans ces eaux-là. » Je l'écoutais, surprise par l'étendue de ses connaissances et fascinée par ses propos. J'étais toujours assise au même endroit. Le livre que je tenais semblait me gêner. Ce livre, acheté à Londres, si loin de cette bourgade, si loin de cette région, si loin de ce pays, je regrettais franchement de l'avoir apporté avec moi. Ce fut ainsi qu'avec le Sering, je repris le chemin du purgatoire. Il me permit de me dévoiler, de m'expliquer, de parler de tout un cheminement intérieur que j'étais seul à vivre. Je n'avais jamais espéré rencontrer en ce monde quelqu'un avec qui je pouvais autant communiquer. Je venais de découvrir, grâce à ma rencontre avec le Sering, une possibilité de m'accepter à nouveau. Je compris tout de suite qu'il m'offrait une autre façon de m'exorciser sans regret, sans drame, sans refaire un chemin de croix. Tout naturellement, je me dégageais. Je me sentais de plus en plus libre avec lui, libre d'être moi-même. À partir de ce moment-là, tout fut limpide.
parfumé bi 400 la de. bayam bi la waaye kii bi moom 400 la de. 400 parfumé. Ce village où je suis né, comme le soleil et la chaleur se distinguaient, tout était silencieux. Il n'y avait que le soleil et le baobab, une chaleur murmurante comme le cri du grillon. Que faisait le père? Que faisait la mère? Que faisaient les frères et les sœurs? Que faisaient les coqs, les chèvres, les moutons? Et le grand Dobali, l'arbre immense et imposant, sous lequel on faisait la cuisine parfois, où on mangeait aussi parfois, où on jouait, où on pleurait, où les deux femmes du père s'engueulaient en silence, se réconciliaient, où chacune en voulait à l'autre d'être là, où on les trouvait parfois endormis, enveloppés par cette atmosphère de silence que seule la paix créait. ay man na fii laa dëkk ay goren sa hey dañ fa fi jaaroon rek waaye naa doon na wala hey kile henen hay am na wala hey mo kile henen neen mu ñëw dañuy filmé bebe daay xaru maam Ablaye bi Tidiane Mbaye la tudd ngandam xar mu weex tàll takk benn téer ma ne ko famille Mbaye duñ takk téere mu xar mi di takk téere Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Depuis 2-3 semaines, ma mère préparait ses affaires. Cela m'inquiétait. Je n'avais plus envie de m'éloigner de la maison, tant je pressentais un départ imminent. Mon cœur battait tous les jours très fort. Une boule me nouait la gorge et le ventre. Je m'angoissais et j'avais peur
car je voyais bien que je n'étais pas du départ. Mes affaires n'étaient pas emballées. Et je ne pouvais rien tirer du père, qui conservait un mutisme total. Père n'était pas le genre disponible pour les situations de ce monde. Père était toujours concentré sur son chapelet. Le jour du départ était arrivé comme les autres jours. Le même soleil, le même ciel, le même sable qui glissait entre les doigts des pieds. Je maudirais toute ma vie ce jour qui avait emporté ma mère, qui m'avait écrasé l'enfance, qui m'avait réduite à cette petite enfant de 5 ans, seule sur le quai d'une gare, alors que le train était parti depuis longtemps. Je maudissais tout le monde, le père, la première femme du père, les frères et les sœurs, qui tous lui avaient dit au revoir, gaiement, me semblait-il. Et l'enfant hurlait à la mort. À Odar, les gens aimaient aller à la gare. La gare avec ses vendeuses de pain, de cacahuètes, de bonbons à la menthe. Quand le train partait, tout ce monde levait la main. Une fois, j'étais allé mettre des cailloux sur les rails. C'était quelque temps après le départ de ma mère. Quand un train de marchandises passa dessus, cela fit un bruit terrible. J'avais peur qu'on découvrît que c'était moi. Je voulais faire tomber le train qui avait emporté ma mère. J'en voulais à tous les trains. Maintenant, il n'y avait plus de train. Maintenant, tout le monde partait. Maintenant, la vie était tuée. Je ne fais que survivre depuis la rupture. Je ne fais que semblant depuis. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant d'être. Je fais semblant de jouir de la vie. La seule chose avec laquelle je ne fais pas semblant, c'est l'amour. Ça, c'est une Amazone, ça. Waouh! Elle a perdu sa tête, mais pas son fusil. Ça, c'est une Amazone, ça. Et puis, la légende dit que pour bien tenir son fusil, des femmes se faisaient une ablation des seins pour tenir le fusil. Ça, c'est les Amazones qui ont défendu les royaumes du Bénin. Les femmes Amazones, tu vois? Elle perd la tête, mais pas son fusil.